Les phares fendaient l'obscurité comme deux couteaux, illuminant un asphalte sans fin qui disparaissait dans l'horizon plat du Nebraska. John Matthews s'agita sur son siège conducteur usé, la douleur familière dans le bas de son dos lui rappelant qu'il conduisait depuis 11 heures d'affilée. La CB grésillait de conversations lointaines. Des camionneurs prévenaient d'un radar près de Lincoln, se plaignaient des réglementations du DOT, échangeaient des mensonges sur les prostituées des aires de repos et les quasi-accidents. John gardait sa radio à bas volume, préférant le grondement rythmique de ses 18 roues sur le béton de l'autoroute. Son téléphone, fixé au tableau de bord, affichait 2h47 du matin. Karen devait dormir maintenant, blottie de son côté de leur grand lit, portant probablement ce vieux t-shirt des Huskers qu'elle lui avait volé il y a des années. Cette pensée aurait dû le réchauffer, mais dernièrement, penser à Karen le laissait mal à l'aise, comme essayer de se souvenir des paroles d'une chanson qu'on connaissait autrefois par cœur. 14 ans. C'est le temps qu'ils avaient été mariés. Ils s'étaient rencontrés dans un restaurant routier près d'Omaha où elle était serveuse de nuit. Il était plus jeune alors, plus arrogant, convaincu que la vie sur la route n'était que temporaire, juste le temps d'économiser assez pour ouvrir son propre garage. Elle lui avait resservi du café 4 fois cette première nuit, s'attardant un peu plus à chaque fois, jusqu'à ce qu'elle lui demande s'il comptait boire toute la cafetière ou s'il tuait simplement le temps. Ça dépend, avait-il répondu à l'époque. Vous terminez à quelle heure? Maintenant, filant dans l'obscurité à 110 km/h, ce souvenir semblait appartenir à d'autres personnes. Le garage ne s'était jamais matérialisé. La route était devenue sa vie. 2 semaines sur la route, 3 jours à la maison s'il avait de la chance. Karen avait cessé de poser des questions sur le garage vers la 5e année. Arrêté de mentionner les enfants vers la 8e année. Arrêté de l'accueillir à la porte vers la 11e année. Son téléphone vibra. Un texto de Karen. Tu es réveillé? Étrange. Elle n'envoyait plus de textos aussi tard. John activa la fonction de dictée vocale. Oui, chérie. Tout va bien, répondit-il. 3 petits points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Finalement. Juste impossible de dormir. Tu me manques. Toi aussi tu me manques. Je rentre dimanche, lui envoya-t-il. Je sais. Je compte les jours, répondit-elle. Mais sa façon de le dire ne sonnait pas comme si elle comptait vraiment. Même par texto, John pouvait sentir la distance. Comme si elle jouait un rôle. Ces derniers mois, leur conversation était devenue des scripts. Ils jouaient une pièce. Comment va la route? Bien. Comment ça va à la maison? Bien. Le temps est bon? Oui. Et toi? Pareil. Le téléphone sonna, le surprenant. La photo de Karen s'afficha à l'écran, prise 5 ans plus tôt au mariage de sa sœur, à l'époque où son sourire atteignait ses yeux. Allô, répondit-il via le Bluetooth. Salut, fit sa voix, fluette et distraite. Je voulais juste entendre ta voix. Tu vas bien? Tu as l'air. Je vais bien, l'interrompit-elle. Juste une de ces nuits, tu sais, la maison devient si silencieuse. John voulut dire que le camion devenait silencieux aussi. Que parfois la solitude lui pressait les tympans comme la pression de l'eau. Mais à la place, il dit, oui, je sais. Une pause, puis un son étouffé comme si elle avait couvert le téléphone. Non, ce n'est rien. Retourne. Sa voix revint, trop enjouée. Désolé, quelqu'un est à la porte. À 3 heures du matin. S'interrogea-t-il. C'est. Je pense que c'est Madame Harper, la voisine, expliqua-t-elle rapidement. Son chat s'échappe parfois. Je devrais aller voir. Karen, je te rappelle, dit-elle, et la ligne se coupa. John fixa la route, un malaise grimpant le long de sa colonne vertébrale comme des doigts froids. Madame Harper avait 83 ans et n'avait pas eu de chat depuis 2018, quand Monsieur Moustache était mort d'une insuffisance rénale. John le savait parce qu'il avait aidé à enterrer cette fichue bête dans son jardin. 20 minutes passèrent. Il rappela. Directement sur la messagerie vocale. Il rappela encore. Même résultat. Un texto arriva finalement. Désolé, je me suis endormi tôt. On se parle demain. Endormi tôt. Elle venait de l'appeler. Et depuis quand Karen ne disait-elle pas je t'aime à la fin de ses messages?
Le dispatcher de John, Big Mike, appela sur la ligne de la compagnie. « Matthews, tu es réveillé. » « Malheureusement. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit John. « J'ai une bonne et une étrange nouvelle, » expliqua Mike. La livraison de Cincinnati a été annulée. L'entrepôt a eu une sorte d'inondation. La nouvelle étrange, c'est qu'il paie quand même le contrat. « Donc, je rentre à la maison ?» demanda John. « Sauf si tu veux attendre une autre livraison, » répondit Mike. Mais rien ne se présente avant lundi. À la maison 2 jours plus tôt. John s'imagina passant la porte, voyant le visage de Karen quand elle réaliserait qu'il était de retour. Serait-elle heureuse, surprise, ou autre chose? Je vais rentrer à la maison, décida John. Reçu. Conduis prudemment, dit Mike. John prit la sortie suivante et entama la longue boucle de retour vers Omaha. Il allait surprendre Karen. Rendre sa spéciale. S'arrêter à cette boulangerie qu'elle aimait. Lui prendre ses brioches à la cannelle dont elle parlait toujours. Peut-être qu'ils avaient juste besoin de plus de temps ensemble. Peut-être que la distance qu'il ressentait n'était que de la fatigue de la route. Trop de nuits seules, trop de jours séparés. Son téléphone vibra. Un autre texto de Karen, mais l'aperçu lui glaça le sang. Il attrapa le téléphone, manquant de mordre les bandes rugueuses. Le message complet disait « J'ai hâte de te voir demain. » Il ne rentrera pas avant dimanche. John gara son Peterbilt sur Maple Street, à 3 pâtés de maison de chez lui. Après 18 heures de conduite, alimenté par du café noir et un nœud d'angoisse grandissant, ses mains tremblaient en coupant le moteur. Le texto devait être une erreur. Peut-être que Karen avait voulu l'envoyer à sa sœur à propos de son beau-frère. Peut-être que c'était à propos d'un collègue qui couvrait le service de quelqu'un. Peut-être n'importe quoi, sauf ce que chaque instinct dans son corps hurlait. L'air du vendredi matin était vif et pur, contrastant avec l'air recyclé de la cabine du camion. John marcha lentement, ses bottes à embouts d'acier lourdes sur le trottoir. Le quartier dormait autour de lui, les lumières des porches éteintes, les journaux encore dans les allées. Même le terrier psychotique des Daniels n'était pas réveillé pour lui aboyer dessus. En tournant dans sa rue, John s'arrêta. Une berline Infiniti argentée était garée à 4 maisons de la sienne. Des plaques du Nebraska, mais pas une qu'il reconnaissait. Elle pouvait appartenir à n'importe qui. Un nouveau voisin peut-être, mais quelque chose à son sujet, trop propre, trop cher pour ce quartier, lui fit serrer la mâchoire. John s'approcha de sa maison par le côté, utilisant la clé de secours cachée sous la fausse pierre que Karen disait toujours être trop évidente. La porte du garage s'ouvrit en silence. Il avait réparé ses charnières la dernière fois qu'il était à la maison. Et il entra dans une obscurité familière qui sentait mauvais. Du parfum, pas le sien. Il ne portait plus de parfum depuis des années. Quelque chose de cher et de prétentieux. Le vestiaire en disait plus. Une veste d'homme était accrochée au porte-manteau à côté du sac à main de Karen. De la laine gris anthracite, une marque de créateur qu'il ne pouvait pas prononcer. John la toucha, passa ses doigts sur le tissu. De la vraie laine, coûtant probablement plus que ce qu'il gagnait en une semaine. Dans la cuisine, 2 verres à vin se trouvaient dans l'évier, les bords encore tachés de rouge. Une bouteille vide de Malbec sur le comptoir, le bon vin que Karen achetait pour les occasions spéciales. John prit un verre. Il vit la marque de rouge à lèvres. La teinte de Karen. Celle qui avait un goût de fraise artificielle. Un bruit à l'étage. Un rire étouffé. Puis des pas traversant le sol de leur chambre, le sol de la chambre de John. Le plafond craqua selon le schéma familier qui lui indiquait que quelqu'un marchait du lit vers la salle de bain. John sortit son téléphone, ouvrit l'appareil photo et commença à enregistrer. Il avait besoin de preuves, pas pour les autres, pour lui-même. Parce qu'une partie de lui voulait encore croire qu'il se trompait, que tout cela n'était qu'un malentendu cosmique qui aurait un sens s'il y réfléchissait assez fort. Les escaliers l'appelaient. John monta lentement, évitant la 3e marche qui grinçait, la 7e qui gémissait. À mi-chemin, il trouva une chemise d'homme, blanche à fines rayures bleues, négligemment jetée. Il la filma, puis continua de monter. Le chemisier de Karen suivit, le verre qu'il lui avait acheté à Noël dernier, à l'envers et accroché à la rampe. D'autres rirent de la chambre. Puis une voix d'homme, basse et confiante. « Reviens au lit. » La réponse de Karen fut enjouée,
d'une manière que John n'avait pas entendue depuis des années. « Fais-moi revenir. » La vision de John se rétrécit. Sa main libre se serra et se desserra. Chaque muscle de son corps hurlait d'enfoncer cette porte, de tout détruire et tout le monde à l'intérieur. Mais il continua de filmer, continua de monter. Une ceinture d'homme, le jean de Karen, une culotte en dentelle noire qu'il n'avait jamais vue auparavant. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. À travers l'interstice, John pouvait voir du mouvement, des ombres jouant sur le mur. Les sons étaient maintenant sans équivoque, rythmiques, urgents, ponctués par la voix de Karen disant des choses qu'elle n'avait pas dites à John depuis des mois, peut-être des années. John poussa la porte d'1 centimètre de plus, juste assez pour incliner son téléphone à travers. Il ne regarda pas l'écran, ne pouvait pas supporter de le voir pendant que ça se passait. Il tint simplement le téléphone stable, enregistrant pendant 30 secondes qui semblèrent durer 30 ans. Assez longtemps, plus qu'assez. Il se retira silencieusement, son corps se déplaçant en pilote automatique pendant que son esprit traitait ce qui ne pouvait être défait. En bas, John se dirigea vers le salon, vers son fauteuil inclinable, celui dont Karen se plaignait toujours mais qu'il avait refusé de remplacer. Il ouvrit le tiroir de la table d'appoint et en sortit son Glock 19, vérifia le chargeur, engagea une balle dans la chambre. Puis John s'assit dans son fauteuil, le pistolet dans sa main droite, le téléphone enregistrant toujours dans sa gauche, et attendit. Le plafond craqua de nouveau. D'autres pas. La chasse d'eau des toilettes. Karen gloussa. Elle gloussa vraiment, comme une adolescente. John fixa le plafond, suivant leurs mouvements par le son, cartographiant leur trahison en grincement et en bruit de pas. Son téléphone vibra. Un texto de Karen. « Tu me manques, chérie. La maison est si vide sans toi. » Les jointures de John blanchirent autour du pistolet. 43 minutes. C'est le temps que John passa assis dans son fauteuil, à écouter sa femme et un autre homme dans son lit. Il compta chaque seconde, utilisant les chiffres comme un mantra pour ne pas monter d'assaut. Le pistolet se réchauffa dans sa main. Son poids était à la fois réconfortant et terrifiant. Le téléphone continuait d'enregistrer, bien qu'il l'ait depuis longtemps baissé sur ses genoux. Pendant ces 43 minutes, l'esprit de John parcourut 14 ans de mariage, cherchant les signes qu'il avait manqués. Les nuits tardives à son club de lecture dont il doutait maintenant de l'existence. L'abonnement à la salle de sport qu'elle avait pris l'année dernière, rentrant rouge et douché. Les voyages d'affaires pour un poste de réceptionniste qui ne devrait pas nécessiter de déplacement. À quel point avait-il été stupide? À quel point aveugle? Finalement, des pas dans les escaliers. Le rire de Karen flotta jusqu'à lui, insouciant et authentique d'une manière qu'il n'avait pas entendue depuis une éternité. « J'ai besoin de café », lança-t-elle. « Je te veux de retour au lit », répondit l'homme, sa voix douce, éduquée. « Le café peut attendre. »« Tu es insatiable », le taquina Karen, et John entendit le sourire dans sa voix. Ils apparurent dans les escaliers, ajustant encore leurs vêtements. Karen dans la vieille chemise en flanelle de John, sa chemise préférée, et l'homme en boxé et avec la chemise des escaliers, déboutonnée. Il était tout ce que John n'était pas. Grand, mince, d'une douceur professionnelle, avec une coupe de cheveux à $30 et des mains manucurées. Le genre d'homme qui n'avait jamais fait sa propre vidange ni chargé son propre camion. Karen vit John en premier. La transformation de son visage aurait été comique si elle n'avait pas tout détruit, de la lueur de satisfaction à la confusion, à la reconnaissance, à la terreur pure en moins de 2 secondes. La tasse de café qu'elle tenait se brisa sur le parquet. « John », murmura-t-elle, comme si prononcer son nom doucement pouvait le faire disparaître. L'homme, ce type dans la maison de John, portant la chemise de John, s'arrêta en plein mouvement, sa main se resserrant sur la rampe. « Qui ? » ?»« Asseyez-vous », interrompit John, sa voix calme, presque conversationnelle, alors qu'il levait le bloc. « Tous les deux sur le canapé, maintenant. »« John, s'il te plaît, je peux t'expliquer, » commença Karen. « Asseyez-vous », répéta-t-il fermement. Ils se précipitèrent sur le canapé, les mains de l'homme déjà levées en signe de reddition. Karen resserrait la flanelle autour d'elle comme si cela pouvait la protéger. Ils s'assirent près l'un de l'autre, mais sans se toucher. Et cette petite distance entre disait tout sur ce que c'était. Pas de l'amour, juste de l'intimité. John garda le pistolet pointé sur eux pendant qu'il posait son téléphone sur la table basse, enregistrant toujours,
incliné pour les capturer tous les trois. Depuis combien de temps? Demanda John. John, s'il te plaît, pose le pistolet et on pourra parler, plaida Karen. Depuis combien de temps? Répéta-t-il. Le visage de Karen se décomposa. 8 mois. Plutôt 1 an, corrigea l'homme. Et Karen lui lança un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Même maintenant, nota John, elle essaie de minimiser. Comment t'appelles-tu? Demanda John à l'homme. Derek. Derek Morrison, répondit-il nerveusement. John connaissait ce nom de l'agence immobilière, celui qui avait vendu la maison des Harper. Derek hocha la tête, sa pomme d'Adam se balançant. Combien de fois? Demanda John à Karen. Est-ce que ça a de l'importance? Éluda-t-elle. Chaque question que je pose a de l'importance. Combien de fois? Karen regarda le sol. Je ne sais pas, devine, exigea-t-il. Peut-être. Peut-être 20 fois, admit-elle. Derek rit. Il rit vraiment, un rire court et amer. Et c'est plutôt 2 fois par semaine depuis janvier. John fit le calcul, plus de 80 fois, dans son lit, dans sa maison, pendant qu'il était sur la route à gagner l'argent qui payait cette maison. Qui d'autre est au courant? Continua-t-il. Personne, dit Karen rapidement. Trop rapidement. Qui est au courant? Insista-t-il. Ma sœur, admit-elle. Et l'ami de Derek, Brian. C'est tout. Ta sœur? John sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Celle qui nous a invités pour un barbecue le mois dernier, m'a souri, m'a servi de la salade de pommes de terre, tout en sachant depuis le début. Karen hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Maintenant, dis-moi pourquoi, dit John. Et n'ose pas dire que c'est juste arrivé. Karen leva les yeux et pendant un instant, John vit une lueur de la femme qu'il avait épousée. Puis sa mâchoire se crispa d'une manière qu'il reconnaissait, défensive, prête à se battre. Tu n'étais jamais là, dit-elle. 14 ans, John. Et tu as été parti pendant 12 d'entre eux. J'étais seul. Alors tu as écarté les jambes pour le premier type en costume qui t'a prêté attention, répliqua-t-il. Ce n'était pas comme ça, intervint Derek, et John pointa le pistolet vers lui. Toi, tu n'as pas le droit de parler de comment c'était, gronda John. Tu es dans ma maison. Tu étais dans mon lit. Tu portes ma chemise. Alors ferme ta bouche avant que je ne la ferme pour toi. Derek pâlit mais resta silencieux. Continue, dit John à Karen. Il me faisait me sentir désiré, voulu, comme si j'étais plus que la femme d'un camionneur qui attendait que son mari rentre à la maison et la remarque, expliqua-t-elle. Je te remarquais, répondit-il. Non, tu remarquais le dîner sur la table, le linge propre et quelqu'un avec qui avoir des relations intimes quand tu avais été trop longtemps sur la route, l'accusa-t-elle. Quand est-ce que nous sommes sortis en amoureux pour la dernière fois, John? Quand est-ce que tu m'as demandé comment s'était passée ma journée et que tu as vraiment écouté la réponse? Alors, tu as trouvé un autre homme, c'est ta solution, contra-t-il. Je suis tombée amoureuse, déclara Karen, et les mots restèrent en suspens dans l'air comme un gaz toxique. John regarda Derek. Tu l'aimes? Les yeux de Derek firent la navette entre John et le pistolet. Nous avons une connexion. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, insista John. C'est compliqué, se déroba Derek. John eut un rire sec et bref. Non, ce n'est pas compliqué. C'est simple. Tu voulais coucher avec la femme d'un autre homme. Alors tu l'as fait. Au moins, assume-le. D'accord, dit Derek, retrouvant un peu de courage. Non, je ne l'aime pas. Elle est amusante. Elle est disponible. Elle est enthousiaste. C'est assez clair pour toi. Karen se tourna pour fixer Derek, son visage une étude de la prise de conscience naissante. Mais tu as dit, commença-t-elle. J'ai dit ce que tu voulais entendre, répondit Derek. Sa peur de John surpassait apparemment son instinct de conservation avec Karen. Tu crois que tu es la seule femme mariée avec qui j'ai été? Tu n'es même pas la seule ce mois-ci. Karen le gifla, le claquement résonnant dans la pièce. Derek ne réagit pas, gardant simplement les yeux sur le pistolet de John. Sortez vos téléphones, dit John à Karen. Tous les deux. Ils obéirent, les mains tremblantes. Maintenant,
je veux que vous enregistriez une déclaration, une confession. Tout ce que vous avez fait, depuis combien de temps, où, quand, tout, ordonna-t-il. John, s'il te plaît, supplia Karen. Faites-le, ou je partage la vidéo que j'ai déjà avec tout le monde que vous connaissez, menaça-t-il. Vos parents, votre travail, Facebook, tout le monde. Le visage de Karen devint blanc. Tu as tout enregistré. Votre confession est votre chance de contrôler le récit. Maintenant, commencez à parler, commanda-t-il. Pendant les 10 minutes suivantes, John les força à détailler leur liaison devant la caméra. Chaque détail sordide, chaque mensonge, chaque fois qu'il s'était moqué de lui dans son dos. Derek essaya de minimiser son rôle, mais John continua de pousser, d'exiger des détails jusqu'à ce que tous deux se soient complètement damnés. Quand ils eurent terminé, John leur fit envoyer les vidéos sur son téléphone. Puis il se leva, le pistolet toujours stable dans sa main. Maintenant, dit-il avec un calme effrayant, nous allons discuter des conséquences. John se leva lentement, délibérément, laissant le poids du moment s'installer sur la pièce comme un linceul. Derek et Karen restèrent figés sur le canapé, leur confession désormais des preuves numériques dans le téléphone de John. Le pistolet semblait plus léger dans sa main, moins une arme qu'un accessoire dans une pièce qu'il mettait en scène. Derek, dit John, sa voix conversationnelle, presque amicale. Lève-toi. Derek se leva sur des jambes tremblantes, son boxeur de marque et sa chemise volée lui donnant l'air d'un enfant jouant à se déguiser. Écoute, mec. Je suis désolé. Je ne savais pas, tu ne savais pas quoi, l'interrompit John. Que j'existais? Que Karen était mariée? Tu as dit que tu avais déjà fait ça. Je voulais dire, essaya Derek. Tu voulais dire que tu t'en fichais. Il y a une différence entre ne pas savoir et s'en ficher, expliqua John en s'approchant. Tu sais ce que j'ai réalisé, assis dans ce fauteuil, en vous écoutant tous les deux? Tu n'as pas seulement couché avec ma femme, tu as envahi ma vie. Tu as porté mes vêtements, bu ma bière, dormi dans mon lit. Vous en avez probablement ri, n'est-ce pas? Le stupide camionneur là-bas. En train de brûler du diesel pendant que vous brûliez ses draps. Ce n'était pas personnel, protesta Derek. Le poing de John percuta la mâchoire de Derek avant même que la phrase ne soit terminée. Pas un coup de poing sauvage, mais une frappe mesurée qui fendit la lèvre de Derek et l'envoya chanceler en arrière. Karen cria. Ça m'a semblé personnel, dit John calmement. Derek toucha sa bouche, ses doigts revenant ensanglantés. Tu ne peux pas. Je porterai plainte. Avec quelle preuve, le défia John. La vidéo où tu avoues avoir couché avec ma femme dans ma maison. Celle où tu admets avoir détruit mon mariage? S'il te plaît, Derek, appelle les flics. Je t'en supplie. Derek se redressa, essayant de sauver un peu de dignité. Je m'en vais. Pas encore, dit John. Il attrapa l'épaule de Derek, le fit pivoter et lui enfonça le genou dans l'aine avec 14 ans de rage refoulée. Derek s'effondra, un sifflement aigu s'échappant de sa gorge alors qu'il se recroquevillait en position fétale sur le parquet de John. Ça, c'est pour chaque fois que tu l'as touché, expliqua John. Il poussa Derek du bout de sa botte. Lève-toi. Derek ne pouvait pas. Il roula sur le côté, les mains en coupe entre ses jambes, émettant des sons qui n'étaient pas tout à fait des mots. John l'attrapa par sa chemise, sa propre chemise, et le traîna vers la porte d'entrée. Derek essaya de résister, mais le combat l'avait quitté en même temps que son souffle. John ouvrit la porte et hissa Derek sur le porche, descendit les marches et le déposa sur la pelouse. Madame Harper arrosait ses fleurs à côté, et ses yeux s'écarquillèrent devant la scène. Bonjour, Madame H, lança John joyeusement. Je sors juste les poubelles. Il retourna sur le porche, puis se tourna vers Derek, qui essayait de ramper vers la rue. Tes clés de voiture et tes vêtements seront sur le trottoir dans 5 minutes, annonça John. Si tu n'es pas parti dans 10 minutes, la vidéo devient publique. Si tu contactes ma femme à nouveau, la vidéo devient publique. Si tu traverses ce quartier, si tu te présentes chez moi, si je te vois à l'épicerie, la vidéo devient publique. Et Derek. Je connais des gens. Les camionneurs sont partout, et on se parle. Nous sommes à chaque station-service, chaque aire de repos, chaque petite ville d'ici aux 2 côtes. Tu ne pourras pas courir assez loin pour nous échapper si cette vidéo sort. Compris?
Derek réussit à hocher la tête, toujours haletant. John rentra à l'intérieur. Karen n'avait pas bougé du canapé, son visage un masque de choc et de larmes. Il passa devant elle vers les escaliers, ramassa les vêtements de Derek, trouva ses clés et son portefeuille dans la poche du pantalon. Il jeta tout sur le trottoir, puis revint trouver Karen debout, essayant de se ressaisir. « John, nous devons parler de ça. Nous pouvons aller en thérapie, suggéra-t-elle désespérément. Non, répondit-il platement. Tu ne peux pas jeter 14 ans comme ça, protesta-t-elle. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est toi, il y a 8 mois, ou 1 an, selon la version que je crois, répondit-il. John monta les escaliers jusqu'à leur chambre. Sa chambre, maintenant. Les draps étaient emmêlés, les oreillers par terre, toute la pièce puant le sexe et la trahison. Il attrapa la valise de Karen dans le placard et commença à la faire, méthodique et efficace. Des vêtements pour une semaine, des articles de toilette de base, sa boîte à bijoux. Karen apparut dans l'encadrement de la porte. « Tu ne peux pas me mettre dehors. C'est aussi ma maison. » « Tu as raison, » admit John en fermant la valise. « Légalement, c'est la moitié à toi. Mais voilà le truc, Karen. Cette vidéo que j'ai, ta confession, elle prouve l'adultère, et le Nebraska est un état où le divorce pour faute existe. Tu n'auras rien. Pas de pension alimentaire, pas de maison, pas de camion, rien. Ou alors? Tu peux partir maintenant. On divorce discrètement et tu auras un nouveau départ. C'est du chantage, l'accusa-t-elle. Ce sont les conséquences, corrigea-t-il. Il descendit la valise. Karen le suivait, suppliant, menaçant, passant par toutes les émotions sauf un remords sincère. À la porte, elle se tourna pour une dernière tentative. « Je t'aimais, John. Malgré tout, je t'ai vraiment aimé, affirma-t-elle. « Non, dit John doucement. Tu aimais l'idée de moi, la sécurité que je fournissais, la maison que je payais, la vie que j'ai construite. Mais moi, l'homme réel? Tu ne m'as pas assez aimé pour garder tes jambes fermées pendant que je travaillais pour subvenir à nos besoins. Tu vas regretter ça. Tu vas te retrouver seul, l'avertit-elle. Je suis seul depuis des années, Karen. La différence, c'est que maintenant, je le sais, répondit-il. Il lui tendit la valise et son sac à main. Elle se tenait sur le porche, l'air perdu, comme si elle ne pouvait pas tout à fait comprendre comment sa matinée était passée d'un bonheur post-coïtal à être sans abri en moins de 2 heures. « Où suis-je censé aller » demanda-t-elle. Derek est probablement encore en train de ramper jusqu'à sa voiture. « Peut-être qu'il te déposera » suggéra John avec un humour noir. « Ou appelle ta sœur, celle qui était au courant de tout. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de t'aider. » Le visage de Karen se durcit. « Tu es un salaud. »« Non, je suis un chauffeur de camion qui est rentré tôt, » corrigea-t-il. « C'est toi qui as décidé que ce n'était pas suffisant. » Il ferma la porte, la verrouilla et écouta ses pas s'éloigner. Par la fenêtre, il la regarda sortir son téléphone, appelant probablement sa sœur. L'Infiniti de Derek avait disparu. Une petite flaque de sang sur le trottoir était la seule preuve de sa présence. John retourna à son fauteuil et s'assit lourdement. Le pistolet toujours sur la table d'appoint, le soleil du matin inondant des fenêtres qui avaient tout vu. La maison semblait différente, plus vide mais plus propre, comme après la fin d'une fièvre. Son téléphone sonna. Les parents de Karen. Il laissa la messagerie vocale se déclencher. Puis, pour la première fois en 14 ans, John Matthews pleura. Pas pour le mariage qu'il avait perdu, mais pour l'homme qu'il avait été, l'idiot qui avait conduit toute la nuit pendant que sa femme donnait ce pourquoi il travaillait si dur pour rentrer à la maison. Il pleura jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal, jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une étrange paix creuse. Quand il eut fini, John se leva, alla à la cuisine et se prépara un café dans une tasse propre. Il avait des appels à passer, à un avocat, à son dispatcher, peut-être à un agent immobilier. Mais d'abord, il allait s'asseoir dans sa maison vide et honnête, et comprendre ce qui allait suivre. La route appelait, mais pour une fois, John n'était pas pressé de répondre. 6 semaines plus tard, John guidait son Peterbilt à travers les hauts plateaux du Wyoming, les rocheuses se dressant comme d'anciens gardiens contre un ciel d'octobre. Le divorce avait été finalisé la veille, le plus rapide que son avocat ait jamais vu.
Il avait dit que les preuves vidéo avaient été « convaincantes », un mot qui signifiait que l'avocat de Karen avait jeté un coup d'œil et lui avait conseillé d'accepter toutes les conditions que John offrait. Elle avait récupéré ses vêtements, ses effets personnels et $5000. Assez pour un nouveau départ morne, mais pas assez pour compter. La maison était à John, avec tout ce qu'elle contenait. Il l'avait déjà mise en vente auprès d'une autre agence immobilière, une qui n'employait pas Derek Morrison. Derek lui-même avait disparu d'Omaha comme de la fumée. Les nouvelles voyageaient vite dans leur cercle social, et la vidéo que John avait partagée avec des personnes choisies, juste assez pour s'assurer que la vérité soit connue, avait rendu Derek radioactif. Aux dernières nouvelles, Derek avait déménagé à Kansas City, essayant de reconstruire sa réputation sur un marché qui ne le connaissait pas comme le briseur de ménage qui s'était fait botter le cul par un camionneur. Karen avait d'abord emménagé chez sa sœur, mais cela n'avait duré que 9 jours avant qu'elle ne se dispute. Apparemment, Derek avait dit la vérité sur le fait de ne pas être exclusif. La sœur de Karen avait découvert qu'il lui envoyait aussi des textos, tâtant le terrain pour sa prochaine conquête. Les sœurs ne s'étaient plus parlé depuis. Le soutien surprenant était venu des parents de Karen. Ils avaient appelé John après la finalisation du divorce, non pas pour plaider la cause de leur fille, mais pour s'excuser. « Nous l'avons élevé mieux que ça », avait dit son père, la voix lourde de déception. « Tu es un homme bien, John. Nous sommes désolés qu'elle n'ait pas su le voir. » Il lui envoyait encore des invitations pour le dîner du dimanche, qu'il déclinait poliment. Certains ponts, une fois brûlés, feraient mieux de rester en cendres. Big Mike lui avait donné les longs trajets qu'il demandait, de côte à côte, 3 semaines d'affilée. La solitude qui avait autrefois semblé une punition ressemblait maintenant à une thérapie. Chaque kilomètre mettait de la distance entre John et l'homme qui s'était assis dans ce fauteuil, pistolet à la main, son monde s'effondrant. Il ne fuyait pas. Il le métabolisait, convertissant la douleur en mouvement vers l'avant. La CB grésillait de conversation, les camionneurs prévenant de la météo à venir, d'un poste d'inspection routière, la fraternité habituelle de l'autoroute. John avait raconté son histoire à quelques-uns d'entre eux lors de longues nuits de conduite, et la nouvelle s'était répandue comme le font les histoires de camionneurs, embellies ici, condensées là, mais essentiellement vraies. Il était devenu une sorte de légende. Le chauffeur qui avait surpris sa femme en train de le tromper et avait géré ça comme un homme. Pas de violence contre elle, pas de titre de journaux sur un meurtre-suicide, juste une justice froide et calculée. « C'est comme ça qu'on fait, mon frère », lui avait dit un vieux routier à une aire de repos à Salt Lake. « Tu as gardé ton sang-froid, gardé ta dignité. Ça vaut plus que n'importe quelle vengeance. » Mais c'était une vengeance, John le savait. Pas le genre de vengeance chaude et violente qui vous envoie en prison, mais le genre froid qui laisse vos ennemis en vie pour subir les conséquences. Karen travaillait maintenant comme serveuse, son emploi de bureau s'étant mystérieusement terminé après l'éclatement du scandale, et vivait dans un studio du mauvais côté de la ville. Elle avait essayé de sortir, mais dans une ville comme Omaha, tout le monde connaissait quelqu'un qui connaissait l'histoire, la femme infidèle qui s'était moquée de son mari camionneur tout en s'amusant. Cette réputation la suivrait pendant des années. John s'arrêta à une aire de repos alors que le soleil commençait sa descente derrière les montagnes. Il devait vérifier ses registres, peut-être prendre quelque chose à manger aux distributeurs automatiques. En descendant de la cabine, son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. « Je suis désolé. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais je voulais que tu le saches. Je suis désolé pour tout. » John fixa le message un long moment, puis le supprima. Il n'avait pas besoin de ses excuses. Le contraire de l'amour n'était pas la haine. C'était l'indifférence. Et c'est là qu'il était finalement arrivé. Karen n'était plus que quelqu'un qu'il avait connu, un personnage d'un chapitre précédent de sa vie. Il entra dans l'aire de repos, acheta un café et un sandwich douteux, et s'assit à une table de pique-nique, regardant le soleil peindre les montagnes en or. Un jeune couple était assis à la table voisine, visiblement en voyage, excité et amoureux. La femme rit de quelque chose que l'homme dit, tendant la main pour toucher la sienne. Autrefois, cela aurait rendu John amer. Maintenant, il espérait simplement qu'il serait plus intelligent que lui et Karen ne l'avaient été. Son téléphone sonna. Big Mike. « J'ai une demande spéciale pour toi, dit Mike. Un propriétaire exploitant de Seattle a besoin de quelqu'un de fiable pour s'associer sur une nouvelle route. Ligne dédiée, à la maison tous les week-ends, super salaire. Intéressé ?
À la maison tous les week-ends. 6 semaines plus tôt, cela n'aurait rien signifié. Maintenant, avec une maison vide à vendre et une vie à reconstruire, cela sonnait comme une possibilité. Oui, répondit John. Je suis intéressé. Bien. Tu mérites quelque chose de mieux, John. Après tout ça, répondit Mike. Après tout ça. John regarda son camion, sa maison des 6 dernières semaines, son refuge et sa thérapie. La route l'avait sauvé, lui avait donné de l'espace pour guérir, pour penser, pour devenir celui qu'il allait être après tout ça. Mais peut-être qu'il était temps d'essayer quelque chose de nouveau. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour lui-même. Le soleil disparut derrière les montagnes, laissant le ciel peint de violet et de rose. John termina son café, jeta le sandwich, même les standards des aires de repos avaient des limites, et retourna à son camion. Il avait des kilomètres à parcourir avant de dormir. Mais pour la première fois depuis des années, il avait aussi un avenir qui lui appartenait. En reprenant l'autoroute, John pensa à la vengeance, à la justice et au prix des deux. Il avait gagné, à tous points de vue, gardé sa dignité, ses biens, sa réputation. Mais gagner et guérir n'étaient pas la même chose. Guérir prenait du temps, des kilomètres, des nuits solitaires à se débattre avec le pourquoi de tout ça. Mais il y arrivait, 1 kilomètre à la fois, une livraison à la fois, un jour à la fois. La route devant lui était longue, incertaine, et entièrement sienne. Et cela, décida John alors que le Wyoming s'estompait dans l'obscurité derrière lui, suffisait.